Ils n'ont pas crié. Ils n'en avaient pas besoin. La peur s'est installée autrement. Par petites phrases, par silences appuyés, par regards qui en disent long. Ce soir, tout a basculé avec une phrase prononcée presque, calmement, autour de la table de la cuisine, comme si elle allait de soi. Ils ont dit que ce serait plus simple si je coopérais. Plus sûr aussi. Le mot sûr est resté suspendu dans l'air, lourd, menaçant sans en avoir l'air. J'ai senti mes mains se refroidir sur la nappe. Mon cœur battait plus vite, mais mon visage est resté immobile. J'avais appris, au fil des années, à ne pas laisser mes émotions précéder mes mots. Mon fils était là. Ma belle-fille aussi. Ils parlaient d'une même voix, alternant les phrases comme un discours préparé. Ils se disaient que certaines décisions devenaient urgentes, que la situation pouvait dégénérer si je continuais à m'opposer. Ils n'ont pas élevé le ton, ils ont laissé entendre. On m'a parlé de conséquences, de complications, de problèmes inutiles. On m'a dit que je risquais de me retrouver seule, dépassée, incapable de faire face. Chaque phrase était enveloppée de bonnes intentions, mais derrière, il y avait autre chose. Une pression nette, calculée. Quand j'ai demandé de quoi il parlait exactement, ma belle-fille a soupiré. Elle a dit que ce n'était pas le moment d'entrer dans les détails. Que je devais leur faire confiance. Que je devais arrêter de poser des questions qui ne faisaient qu'aggraver la situation. Faire confiance. Encore une fois, je les regardais parler, se renvoyer les mots, construire un raisonnement où je n'avais plus de place. J'avais l'impression d'assister à une scène écrite sans moi, dont j'étais pourtant le sujet principal. Ils parlaient de moi, comme d'un risque à maîtriser. Puis est venue la phrase qui m'a fait vraiment peur, celle qui a déclenché le déclic intérieur. Ma belle-fille a dit que, si je persistais, il serait obligé de prendre des mesures. Elle n'a pas précisé lesquelles. Elle n'avait pas besoin de le faire. L'imprécision faisait partie de la menace. Je me suis sentie vulnérable. Pas faible, mais exposée. Comme si, tout à coup, le sol sous mes pieds n'était plus aussi stable que je l'avais toujours cru. J'ai pensé à ma maison, à mes papiers, à mes comptes, à tout ce qui faisait encore de moi une personne autonome. Mon fils est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit que c'était pour mon bien, que je devais comprendre qu'il cherchait à me protéger. Sa voix tremblait légèrement. Je ne savais pas s'il doutait ou s'il jouait son rôle jusqu'au bout. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé passer quelques secondes. J'ai senti la peur monter. Oui, mais aussi autre chose. Une lucidité brutale. Ce que je vivais n'était pas une discussion familiale. C'était une tentative d'intimidation douce. Une manière de me faire céder sans confrontation directe. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ma belle-fille a immédiatement réagi, disant que le temps jouait contre moi. Que retarder les choses pouvait aggraver ma situation. Elle parlait vite, avec cette assurance de ceux qui pensent avoir l'avantage. J'ai alors compris que si je cédais à ce moment-là, ce ne serait pas par conviction, mais par peur. Et cette idée m'a traversée comme une alarme. J'avais peut-être peur, oui, mais je n'étais pas encore vaincue. Wow. Ils sont partis ce soir-là en me laissant avec cette sensation étrange, celle d'avoir été menacée sans que rien de précis n'ait été dit. La porte s'est refermée doucement, comme toujours. Trop doucement pour ce qui venait de se passer. Je suis restée seule dans la cuisine, longtemps. J'ai revu chaque phrase, chaque intonation. J'ai compris que la peur n'était pas un accident. Elle faisait partie de la stratégie. Me faire douter, me faire reculer, me faire croire que je n'avais pas le choix. Je me suis levée lentement. J'ai pris un carnet. Un simple carnet, oublié dans un tiroir. J'ai noté la date. Puis j'ai écrit exactement ce qu'ils avaient dit. Les mots précis, les sous-entendus, les silences. En écrivant, ma respiration s'est apaisée. La peur se transformait en quelque chose de plus solide. Une attention aiguë. Une vigilance nouvelle. Ce soir-là, je n'ai pas encore pensé à la justice. Je n'ai pas encore pensé à la loi française, comme à un refuge. Mais je savais déjà une chose. Si la peur était devenue leur argument, alors je devais chercher un appui qui ne tremble pas. Ils m'avaient fait peur. Et cette peur allait devenir le point de départ d'une autre confiance. Pas en eux. En quelque chose de plus fort, plus stable, plus juste. Avant que la peur ne s'invite dans ma propre cuisine, il y avait eu une vie longue, patiente, construite sans bruit.
Une vie où je n'avais jamais eu besoin de menaces pour avancer, ni de voix élevée pour exister. J'avais appris très tôt à tenir debout, à organiser, à décider, sans jamais confondre autorité et domination. Je me revois plus jeune, quand tout semblait encore simple. J'ai rencontré mon mari dans une époque où l'on bâtissait sans trop se poser de questions. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions cette volonté commune de créer un foyer solide. J'ai travaillé, j'ai compté, j'ai anticipé. J'aimais savoir où nous allions, non par peur du manque, mais par respect pour ce que nous construisions ensemble. Quand notre fils est né, cette rigueur s'est transformée en vigilance aimante. Je voulais qu'il ne manque de rien, mais surtout qu'il comprenne la valeur de l'équilibre. Je n'étais pas une mère envahissante. J'étais présente, fiable. Je faisais ce que je disais. Et je disais ce que je faisais. Cette cohérence m'a porté toute ma vie. Les années ont passé. Mon mari est parti trop tôt, me laissant face à des décisions que je n'avais jamais souhaité prendre seule. Pourtant, je l'ai fait. J'ai géré les démarches, les comptes, la maison. Personne ne m'a prise par la main. Personne ne m'a demandé si j'en étais capable. Et je l'étais. C'est à cette période que j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'autonomie ne se proclame pas, elle se pratique. Chaque facture réglée, chaque rendez-vous honoré, chaque choix assumé renforçait cette certitude silencieuse que j'étais. Encore pleinement actrice de ma vie. Mon fils me respectait. Il me consultait parfois, sans dépendre de moi. Il savait que je ne cherchais pas à diriger, mais à soutenir. Notre relation était claire, équilibrée, sans zone d'ombre. J'étais sa mère, pas son problème à gérer. Puis il a rencontré celle qui allait devenir sa femme. Au début, je l'ai accueillie avec ouverture. Elle était vive, organisée, sûre d'elle. Elle parlait vite, décidait vite. Je me suis dit qu'elle apportait à mon fils une énergie nouvelle. Je ne me suis jamais sentie menacée par cela. J'avais suffisamment vécu pour ne pas craindre la place des autres. Progressivement, pourtant, quelque chose a changé. Pas dans mes actes, mais dans le regard posé sur moi. Un regard qui évaluait, qui mesurait, qui comparait. Un regard qui semblait dire que j'appartenais déjà au passé, même si j'étais bien vivante, bien présente. Je continuais pourtant à mener ma vie. Je sortais, je gérais mes affaires, je voyais mes amis. Rien ne justifiait qu'on me parle autrement qu'avant. Et pourtant, les phrases changeaient. On me disait de me reposer davantage, de ne pas me fatiguer, de laisser faire. Au début, j'ai cru à une attention maladroite, une inquiétude excessive. Je ne voulais pas prêter de mauvaises intentions. J'avais toujours pensé que la famille se protège, même quand elle se trompe. Mais cette bienveillance affichée masquait autre chose. Une conviction silencieuse, celle que mon temps de décision était terminé, que l'on pouvait désormais parler à ma place, pour moi, en mon nom. Je n'avais pas encore peur. Pas vraiment. J'étais surtout perplexe. Surprise de constater que ce que j'avais mis toute une vie à construire pouvait être considéré comme provisoire, réversible, discutable. Comme si l'expérience n'était plus une richesse, mais un encombrement. Je continuais pourtant à croire que tout cela se régulerait, que la parole suffirait, que le respect finirait par reprendre sa place. Je n'imaginais pas encore que la situation glisserait vers quelque chose de plus sombre, de plus contraignant. La vie d'avant, celle où je décidais sans avoir à me justifier, s'éloignait doucement. Pas par rupture brutale, mais par effritement. Et je n'avais pas encore compris que cet effritement préparait le terrain à la peur. Ce passé, aujourd'hui, je le regarde avec lucidité. Il n'était pas fragile. Il était solide. C'est précisément pour cela qu'il a dérangé. Parce qu'une femme âgée, qui reste autonome, n'entre pas toujours dans les plans de ceux qui veulent contrôler sans se montrer. Et c'est depuis cette vie-là, cette vie d'avant, que j'ai puisé la force de ne pas céder, quand la peur a voulu s'installer comme une évidence. La peur ne s'est pas imposée d'un coup. Elle s'est installée comme une brume, lentement, presque poliment. Au début, je ne lui ai pas donné de nom. Je la confondais avec de l'inquiétude, avec une vigilance naturelle liée à l'âge. Avec ce réflexe qu'on a parfois de vouloir éviter les conflits inutiles, je ne savais pas encore qu'elle était devenue un outil. Les premiers signes ont pris la forme de phrases apparemment anodines. On me disait de faire attention. On me rappelait que certaines situations pouvaient devenir compliquées. On insistait sur les risques, sur les conséquences possibles, si je continuais à vouloir tout gérer seule.
Rien de frontal, rien de clairement menaçant, juste assez pour semer le doute. Je me souviens d'un après-midi précis. Nous étions assis dans le salon. Mon fils parlait de démarches à venir, de papiers à mettre à jour. Ma belle-fille acquiesçait, ponctuait, reformulait. Elle disait que les choses pouvaient vite se compliquer quand on ne suivait pas les procédures à la lettre. Elle a ajouté que certaines erreurs pouvaient avoir de lourdes conséquences. Je lui ai demandé lesquelles. Elle a souri, légèrement. Elle a dit qu'il valait mieux ne pas le découvrir par soi-même. Cette réponse, vague et parfaitement calculée, m'a laissé mal à l'aise. Elle ne disait rien de précis, mais elle laissait entendre beaucoup. Trop. À partir de là, chaque discussion semblait contenir une mise en garde. On évoquait des contrôles possibles, des malentendus administratifs, des décisions qui pourraient être prises sans moi si je continuais à compliquer les choses. Le mot compliqué revenait souvent, comme si ma simple volonté de comprendre devenait un problème. Je me suis surprise à hésiter avant de poser certaines questions, à mesurer mes mots, à me demander si j'allais encore être considérée comme raisonnable ou si l'on allait me reprocher d'être difficile. Cette autocensure m'a frappée. Je ne l'avais jamais connue auparavant. La peur agissait sans jamais se montrer. Elle se glissait dans mes pensées, dans mes silences. Elle me faisait imaginer des scénarios que personne n'énonçait clairement, mais que tout le monde semblait suggérer. Et c'est précisément cela qui la rendait efficace. Un jour, ma belle-fille a dit que certaines personnes perdaient tout simplement la main, sans s'en rendre compte. Elle ne parlait pas de moi, officiellement. Elle parlait en général. Mais son regard s'est posé sur moi au moment précis où elle a prononcé ces mots. Je n'ai rien répondu, mon fils non plus. Ce silence partagé a été un tournant. Il m'a fait comprendre que la peur n'était plus seulement un effet collatéral. Elle était devenue un langage commun, un terrain d'entente implicite. Je me suis alors demandé quand j'avais cessé de me sentir en sécurité dans ma propre vie. Rien, objectivement, n'avait changé. J'étais lucide, organisée, capable. Et pourtant, on me parlait comme à quelqu'un qu'il fallait encadrer, canaliser, protéger malgré elle. La nuit, je repassais ces conversations. J'essayais de repérer ce qui, dans leurs mots, me mettait ainsi en alerte. Je comprenais peu à peu que ce n'étaient pas les menaces explicites qui me faisaient peur, mais leur absence. Le flou, l'indétermination. Cette manière de suggérer des conséquences sans jamais les nommer. C'est ainsi que la peur devient efficace. Elle vous oblige à imaginer le pire, sans que l'autre n'ait à le dire. Je me suis mise à noter certaines phrases, presque machinalement. Pas encore avec l'idée de me défendre. Juste pour comprendre, pour voir si je n'exagérais pas. En les relisant, noir sur blanche, elles prenaient une autre dimension. Elles n'étaient plus anodines. Elles dessinaient un cadre. Un cadre où ma liberté devenait un risque, et leur intervention, une nécessité. Je n'ai parlé de cela à personne. Pas par honte, mais parce que je sentais que ce qui se jouait était subtil. Difficile à expliquer sans passer pour paranoïaque. Et cette peur-là, celle de ne pas être crue, s'ajoutait à la première. Un soir, en me regardant dans le miroir, je me suis demandé quand j'avais commencé à douter de moi. Cette question m'a traversée comme une alarme. Parce que je savais que ce doute ne venait pas de l'âge. Il venait de l'environnement, d'une pression constante, douce, répétée. Il ne m'avait pas encore fait céder. Mais ils avaient commencé à me faire peur. Et cette peur n'était pas accidentelle. Elle était organisée. Distribuée avec soin. Dosée pour ne jamais laisser de preuves, mais suffisamment présente pour m'affaiblir. Ce jour-là, j'ai compris que si je continuais à subir ce climat, je finirais par accepter des choses que je n'aurais jamais acceptées auparavant. Non par conviction, mais par épuisement. Faux, et pour la première fois, une pensée claire s'est imposée à moi. Si la peur devenait leur argument principal, alors il me faudrait un appui qui ne se laisse pas intimider. Pas une parole rassurante. Pas une promesse familiale. Quelque chose de plus stable. De plus neutre. De plus juste. La goutte d'eau n'a pas été une scène spectaculaire. Elle n'a pas pris la forme d'une dispute, ni d'un ultimatum clair. Elle est arrivée comme arrivent les choses les plus graves. Par un détail administratif, précis, irrévocable, qui ne laisse plus de place à l'interprétation. Ce matin à là, j'ai trouvé un courrier officiel glissé sous la porte. Une enveloppe beige,
rigide, avec mon nom imprimé sans erreur. Rien, en apparence, qui puisse alerter. Pourtant, en la tenant entre mes doigts, j'ai senti une crispation familière. Cette sensation que quelque chose n'allait pas avant même de savoir quoi. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai ouvert l'enveloppe lentement. Le document parlait de procédures, de mise à jour, de contacts, de références. J'ai lu une première fois, puis une seconde. Et soudain, une phrase m'a arrêté net. La personne référente désignée. Ce n'était pas moi. Le nom indiqué était celui de ma belle-fille. Je suis restée immobile. Le silence autour de moi est devenu presque assourdissant. Comment cela avait-il été possible? À quel moment avais-je donné mon accord? J'ai relu encore, cherchant une mention, une signature, une autorisation. Rien, seulement cette évidence froide. Quelqu'un avait parlé en mon nom. J'ai senti la peur remonter, brutale cette fois. Pas une peur diffuse, mais une peur précise. Celle de comprendre que ce qui se passait dépassait désormais les paroles et les sous entendus. Ce n'était plus une pression morale, c'était un acte. J'ai appelé mon fils. Il a répondu rapidement. Sa voix était calme, presque trop. Je lui ai demandé s'il était au courant. Il a hésité une seconde, puis a dit oui. Il a ajouté que c'était plus simple ainsi, que cela évitait les erreurs, que sa femme gérait très bien ce genre de choses. Il parlait, comme on récite une justification déjà répétée. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas été consultée. Il a soupiré. Il a dit que j'exagérais, que je devenais méfiante, que tout cela était fait pour me protéger. Ce mot-là, protéger, est tombé entre nous comme un verdict. Il ne laissait plus de place à la discussion. Je lui ai dit que je n'avais signé aucun document, que je n'avais donné aucune autorisation, que ce courrier me retirait une voix qui m'appartenait encore. Il a répondu que c'était temporaire, qu'il fallait voir cela comme une transition. Qu'à mon âge, il fallait parfois accepter qu'on prenne le relais. Cette phrase a marqué un point de non-retour. Parce qu'elle ne parlait pas d'aide. Elle parlait de remplacement. J'ai raccroché sans colère, mais avec une certitude nouvelle. La peur que je ressentais depuis des semaines avait désormais un visage clair. Elle n'était plus une impression. Elle était justifiée. Je me suis levée. J'ai sorti le carnet. Celui dans lequel je notais depuis quelque temps des phrases, des dates, des gestes qui m'avaient troublée. J'ai écrit ce qui venait de se passer. Mot pour mot. Le courrier, l'appel, les réponses. Sans interprétation, sans commentaire. En écrivant, quelque chose s'est déplacé en moi. La peur ne disparaissait pas, mais elle cessait de m'envahir. Elle se transformait en vigilance, en lucidité. L'après-midi même, je me suis rendue à l'organisme concerné, seule, sans prévenir personne. J'ai expliqué calmement que je n'avais jamais désigné de personne référente. On m'a confirmé que la demande avait été faite par un proche, se présentant comme agissant dans mon intérêt. J'ai demandé si cela était légal, sans mon accord écrit. La réponse a été claire, non. Ce mot, simple, net, a eu sur moi un effet immédiat. Ce que je vivais n'était pas une fatalité. Ce n'était pas une conséquence normale de l'âge. C'était une irrégularité. J'ai demandé que toute modification soit suspendue sans ma présence et ma signature. J'ai exigé un historique. On m'a répondu sans résistance. Parce qu'ici, il ne s'agissait plus d'émotions familiales, mais de droit. En sortant, j'ai marché longtemps. La ville continuait de vivre, indifférente. Et moi, je comprenais enfin que la peur qu'on m'avait instillée n'était pas une protection. C'était un moyen. Ils m'avaient fait peur pour que je cède. Ils avaient compté sur le flou, sur la fatigue, sur le respect que j'avais encore pour le lien familial. Mais ce jour-là, la goutte d'eau avait débordé. Je n'étais plus seulement inquiète. Je n'étais plus seulement vigilante. J'étais décidée à ne plus confondre la peur avec le devoir d'obéir. Et pour la première fois, la justice française cessait d'être une idée abstraite. Elle devenait une possibilité concrète. Après cette journée, la peur n'a pas disparu, mais elle a changé de place. Elle n'était plus devant moi, paralysante. Elle s'était déplacée à l'intérieur, comme un signal d'alarme que j'apprenais enfin à écouter au lieu de subir. Mes nuits sont devenues plus courtes, mais plus claires. Je dormais mal. Oui, mais je pensais juste. Allongée dans le noir, je reprenais les faits, un à un. Pas les émotions, pas les intentions supposées,
mais les actes, les phrases exactes, les décisions prises sans moi, les documents modifiés, les silences appuyés. Tout formait désormais une ligne continue. Ce que j'avais vécu n'était pas une suite de malentendus. C'était un processus. Je me suis interrogée sur moi, à même, sans complaisance. Pourquoi avais-je laissé la peur s'installer si longtemps? Pourquoi avais-je accepté ce climat de menaces douces, de protection forcée? La réponse était difficile à admettre, mais nécessaire. Parce que cela venait de ma famille. Parce que je ne voulais pas croire que ceux que j'aimais puissent m'utiliser comme un terrain de manœuvre. J'avais confondu loyauté et aveuglement, amour et renoncement. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais libératrice. Elle m'a rendue à moi même. Je n'étais pas naïve. J'avais simplement cru, trop longtemps, que la bienveillance suffirait à me protéger. Or, face à la peur organisée, la bienveillance devient une faiblesse exploitable. J'ai repris le carnet. Je l'ai relu depuis la première page. Les notes que j'avais prises presque machinalement prenaient maintenant un sens précis. Les dates se répondaient. Les phrases se faisaient écho. Je voyais apparaître une stratégie que je n'avais pas voulu nommer, me faire douter de mes capacités pour justifier qu'on décide à ma place. Ce carnet n'était plus un refuge intime. Il devenait un outil, un socle. La preuve que je n'avais rien inventé. J'ai commencé à me renseigner sérieusement. Pas en panique, avec méthode. Je lisais des articles, des textes de loi accessibles, des témoignages. Je découvrais que ce que je vivais portait un nom, que la peur utilisée comme levier n'était pas une maladresse, mais une technique bien connue. Et surtout, que la loi française avait été pensée précisément pour éviter ce genre de dérive. Là, cette découverte a été déterminante. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie moins seule. Pas parce que quelqu'un me rassurait, mais parce qu'un cadre existait. Clair et stable, indépendant des affects. Je n'étais pas sous tutelle, je n'étais pas déclarée incapable. Je n'avais signé aucune autorisation valable. Ces 3 phrases, je les ai répétées intérieurement comme une formule d'ancrage. Elles ont remis de l'ordre dans mes pensées. La peur avait voulu me faire croire que tout pouvait m'échapper de vous, jour au lendemain. La réalité juridique me disait l'inverse. Je me suis aussi interrogée sur cette idée de protection qu'on m'avait sans cesse opposée. Protégée de quoi? De qui? De moi-même? Cette protection-là ne me rendait pas plus sûre. Elle me rendait dépendante. Et toute protection qui exige la peur pour fonctionner n'est plus une protection, mais une contrainte. Peu à peu, une détermination calme s'est installée. Je ne voulais pas d'un affrontement. Je ne voulais pas dénoncer, accuser, exposer. Je voulais un cadre neutre, incontestable, qui me rende ma place, sans m'obliger à me justifier. Je voulais que la loi parle là où mes mots avaient été étouffés. Cette décision intérieure n'a pas été spectaculaire. Elle s'est imposée doucement, comme une évidence tardive. Je savais ce que je devais faire. Pas encore comment, pas encore avec qui, mais je savais que je ne pouvais plus rester dans l'entre-deux. La peur avait cessé d'être un signal d'alerte. Elle devenait un appel à l'action. Je me suis regardée dans le miroir ce matin, j'ai vu une femme fatiguée. Oui, mais lucide. Une femme qui avait traversé des pertes, des deuils, des renoncements bien plus lourds que cette épreuve-ci. Et je me suis dit que si j'avais tenu jusque-là, ce n'était pas pour me laisser réduire par des menaces voilées. La prise de conscience était complète. Elle ne m'ôtait pas toute inquiétude, mais elle me rendait ma colonne vertébrale. Je ne voulais plus être rassurée. Je voulais être protégée au sens juste du terme. Ce jour-là, j'ai compris que faire confiance à la justice française n'était pas un acte de défiance envers ma famille. C'était un acte de fidélité envers moi-même. Et cette fidélité-là, je ne la trahirais plus. Le matin où j'ai décidé d'agir, je n'ai prévenu personne, ni mon fils, ni ma belle-fille. J'ai compris que ce qui allait suivre ne devait pas être discuté, encore moins négocié. La peur avait prospéré sur le flou et l'émotion. La réponse devait venir d'un lieu neutre, précis, incontestable. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Pas celui que l'on m'avait subtilement suggéré, ni celui dont on m'avait dit qu'il connaissait bien la famille. J'en ai choisi un autre, recommandé par une connaissance éloignée, quelqu'un qui n'avait aucun lien avec mon entourage. Malgré cette distance m'importait. Je voulais parler librement.
sans craindre les regards croisés, sans redouter les loyautés cachées. Le jour du rendez-vous, j'ai pris mon carnet. Je l'ai glissé dans mon sac, comme on emporte une preuve silencieuse de sa propre lucidité. En entrant dans le cabinet, j'ai ressenti une légère appréhension, mais elle n'était pas paralysante. Elle ressemblait davantage à cette tension que l'on éprouve avant de dire enfin la vérité. L'avocat m'a écouté longuement. Je n'ai pas cherché à convaincre, j'ai exposé les faits, les mots exacts, les décisions prises sans mon accord, les courriers, les pressions, la peur installée progressivement. J'ai ouvert le carnet, montré certaines pages, expliqué le contexte. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai terminé, il a pris quelques secondes avant de parler. Puis il a dit une phrase simple, presque apaisante. Vous avez bien fait de venir. Il m'a expliqué, calmement, ce que j'avais besoin d'entendre. Tant que je suis lucide, tant que je comprends ce que je signe, personne ne peut agir à ma place sans mon consentement. La peur, même insistante, ne crée aucun droit. Les insinuations, même répétées, ne valent rien juridiquement. Nous avons ensuite parlé de mesures concrètes. Sécuriser mes comptes. Verrouiller mes démarches administratives. Exiger que toute modification passe par moi, en personne. Mettre par écrit mes volontés. Clairement. Sans ambiguïté. Non pour provoquer, mais pour prévenir. Il m'a également parlé de la notion d'abus de faiblesse. Ce terme m'a frappé. Je ne m'étais jamais perçu comme faible. Et pourtant, ce que je vivais entrait dans cette définition. Une pression exercée sur une personne en raison de son âge, de son isolement supposé, pour obtenir des décisions contraires à ses intérêts. Entendre cela n'a pas réveillé la colère. Cela a renforcé ma détermination. La peur que l'on m'avait imposée trouvait enfin un cadre légal. Elle cessait d'être une émotion honteuse pour devenir un fait reconnu. À la suite de cet entretien, j'ai pris un second rendez-vous, cette fois chez un notaire. Là encore, un professionnel indépendant, sans lien avec ma famille. Je voulais que mes décisions soient formalisées, protégées, respectées. Avec le notaire, nous avons repris les choses depuis le début. Mes biens, mes comptes, mes souhaits. J'ai exprimé clairement ce que je voulais, et surtout, ce que je refusais. Toute délégation devait être limitée, encadrée, temporaire. Aucun pouvoir général. Aucune signature anticipée. Rien qui puisse être utilisé contre moi sous couvert de protection. Chaque phrase était relue. Chaque terme pesé. Je sentais, à mesure que les documents prenaient forme, que quelque chose se redressait en moi. Ce n'était pas une revanche. C'était une restitution. Je n'ai pas informé mon fils de ces démarches. Pas par dissimulation, mais par nécessité. Ce que je faisais ne concernait plus le débat familial. Il s'agissait de ma sécurité, de mon intégrité, de ma capacité à continuer à décider sans être intimidé. En sortant de l'étude notariale, j'ai respiré profondément. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait perdu son pouvoir. Elle ne dictait plus mes choix. Elle m'avait mené là où je devais être, devant la loi, à égalité avec n'importe quel citoyen. Ce jour-là, j'ai compris que faire confiance à la justice française n'était pas un acte de rupture. C'était un acte de protection légitime. La justice ne prend pas parti, elle pose un cadre. Et dans ce cadre, la peur ne fait plus loi. Je n'avais pas dénoncé ma famille. Je n'avais pas déclenché de conflit. J'avais simplement placé ma vie sous une autorité qui ne tremble pas devant les pressions, qui ne se laisse pas attendrir par les sous entendus, qui ne cède pas à l'émotion. La justice française ne m'a pas promis le bonheur. Elle m'a offert quelque chose de plus précieux. La sécurité d'exister sans avoir peur. Et à partir de ce moment-là, je savais que le reste de l'histoire ne se jouerait plus dans l'ombre, mais dans la clarté. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas brandi les rendez-vous, ni cité les mots de l'avocat ou du notaire. J'ai laissé les choses suivre leur cours, comme on laisse l'eau retrouver son niveau quand un obstacle est retiré. Et c'est précisément ce calme-là qui a commencé à déranger. Les premiers signes sont apparus dans les détails. Un appel que l'on me demandait désormais de confirmer moi-même. Un courrier qui arrivait directement chez moi, sans intermédiaire. Une démarche refusée faute de ma présence. Des contretemps, disait Taïl. De la paperasse inutile, ajoutait Taïl. Je n'ai pas commenté. J'ai simplement fait ce qui me revenait. Décider.
Ma belle-fille a été la première à sentir que quelque chose avait changé. Elle parlait moins vite. Elle reformulait. Elle testait le terrain par des phrases prudentes, comme on s'approche d'une limite invisible. Trop bien, tu es sûr que c'est nécessaire? On pourrait gagner du temps autrement. Je répondais que j'étais sûre, sans expliquer, sans me justifier. Mon fils, lui, a mis plus de temps. Il percevait la résistance, sans en comprendre la source. Il proposait d'aider, de simplifier, de prendre le relais. Je répondais que tout allait bien, que je gérais. Ces mots, je les prononçais désormais avec une fermeté tranquille. Ils n'étaient plus une défense. Ils étaient un constat. Un soir, ils sont venus ensemble, sans prévenir. Je les ai accueillis comme d'habitude, poliment, calmement. Il y avait dans l'air une tension feutrée, une impatience contenue. Ma belle-fille a pris la parole, la première. Elle a parlé de blocage, de lenteur, de décisions qui n'aboutissaient plus. Elle disait que cela devenait compliqué. Elle cherchait mon assentiment. Je l'ai regardée, puis j'ai dit que ce qui me concernait devait passer par moi. Que je souhaitais être présente pour toute décision. Que c'était plus clair ainsi. Ma voix n'a pas tremblé. Je ne cherchais pas à convaincre. Je posais une règle. Elle a réagi en évoquant la confiance. Le mot est revenu, encore. Elle a dit que je devenais méfiante, que je me laissais influencer. Elle a ajouté que cette rigidité pouvait créer des problèmes inutiles. Les mêmes formules, mais elles n'avaient plus le même effet. Mon fils a demandé si j'avais fait quelque chose sans les prévenir. Sa voix était hésitante. Je lui ai répondu que j'avais simplement mis mes affaires en ordre, que j'avais pris conseil, que j'avais fait ce que toute personne responsable ferait pour se protéger. Le silence qui a suivi a été lourd, mais révélateur. Ils ont compris à ce moment-là que la peur qu'ils avaient installée ne fonctionnait plus, que l'ambiguïté n'avait plus de prise, que le terrain avait changé. Ma belle-fille a tenté une dernière fois. Elle a parlé d'anticipation, de sécurité, de ce qui pourrait arriver si je persistais à tout vouloir gérer. Je l'ai interrompue doucement. J'ai dit que je connaissais désormais mes droits, que je savais ce que je pouvais faire et ce que je refusais. Que tout le reste n'était plus une discussion, mais une pression. Ce mot pression, a suspendu la conversation. Elle a reculé, presque imperceptiblement. Pas par peur de moi, mais par peur de ce qu'elle ne contrôlait plus. Parce que la justice, une fois invoquée, même sans être citée, change la donne. Elle enlève aux menaces leur flou, elle oblige à se dévoiler. Ils sont partis peu après. La porte s'est refermée sans fracas. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une stabilité nouvelle. Comme si une ligne claire venait d'être tracée, enfin visible. Les jours suivants ont confirmé ce basculement. Les tentatives d'intimidation ont cessé. Les phrases alarmistes ont disparu. Les décisions ont ralenti, puis se sont ajustées. La peur avait changé de camp, non pas parce que j'avais menacé à mon tour, mais parce que je n'étais plus impressionnable. Je me suis rendu compte alors d'une chose essentielle. La peur n'a de pouvoir que tant qu'on la porte seule. Dès qu'elle est confrontée à un cadre, à une règle, à une autorité neutre, elle se dissout. Elle ne tient pas face à la clarté. Je n'avais pas humilié ma famille. Je n'avais pas rompu les liens. Je n'avais pas crié plus fort. J'avais fait mieux. J'avais cessé d'avoir peur en silence. Et ce jour-là, j'ai compris que la justice française ne protège pas seulement par des décisions spectaculaires. Elle protège en redonnant aux mots leur juste place, aux actes leurs limites, et aux personnes âgées leur pleine citoyenneté. La peur avait été leur outil, la loi était devenue le mien. Sans éclat, sans violence, avec une fermeté tranquille qui, désormais, ne me quitterait plus. Après ce basculement discret, la vie n'est pas devenue plus bruyante, elle est devenue plus lisible. Les conséquences n'ont pas éclaté en une seule fois. Elles se sont installées progressivement dans les gestes quotidiens, dans la manière dont chacun se positionnait désormais face à moi. Ce qui avait changé, surtout, c'était le rapport au réel. Il n'y avait plus d'ambiguïté possible. Ma belle-fille a ajusté son comportement. Pas par remords, mais par nécessité. Elle posait désormais des questions avant d'agir. Elle vérifiait. Elle attendait une réponse claire. Ce n'était pas de la bienveillance retrouvée, mais un respect contraint par un cadre qu'elle ne maîtrisait plus. Et cela me suffisait. Je n'avais jamais demandé l'affection à ce prix-là.
Mon fils, lui, semblait pris entre deux loyautés. Il ne cherchait plus à m'influencer, mais il n'osait pas toujours me regarder en face quand le sujet approchait. J'acceptais ce malaise. Je savais qu'il venait de loin, d'années d'habitude, où la facilité avait pris le pas sur l'écoute. Je ne cherchais plus à réparer ce qui ne m'appartenait pas entièrement. Dans la famille élargie, les réactions ont été variées. Certains ont compris sans explication, d'autres ont préféré se taire. On m'a dit que j'étais devenue plus ferme, plus difficile, parfois même froide. J'ai accueilli ces mots sans me défendre. La fermeté, quand elle est nouvelle, surprend toujours ceux qui profitaient du flou. Ce qui me frappait le plus, c'était la transformation de mon quotidien. Les courriers arrivaient directement chez moi. Les rendez-vous se prenaient avec moi. Les décisions me revenaient sans détour. Rien d'extraordinaire, et pourtant, tout était différent. Chaque petit geste reprenait sa place légitime, comme un meuble qu'on remet enfin droit après l'avoir laissé pencher trop longtemps. Allah, je continuais à tenir le carnet, mais de moins en moins. Les pages restaient blanches. Ce silence Allah était apaisant. Il signifiait que je n'avais plus besoin de me protéger en permanence, de noter pour me défendre. Le cadre posé par la justice faisait son travail sans que j'aie à intervenir. Il y a eu quelques tentatives de retour en arrière. Des phrases lancées comme pour tester ma vigilance. On voulait juste t'aider. Tu sais bien que c'est compliqué, je reconnaissais immédiatement ces formulations. Elles n'avaient plus de prise sur moi, je répondais calmement que tout était clair désormais. Non, et la conversation s'arrêtait là. Je ressentais parfois une tristesse discrète. Pas une tristesse amère, mais celle du désenchantement. Comprendre que la peur avait été utilisée contre moi par ceux que j'aimais laissait une trace. Je ne cherchais pas à l'effacer. Je l'acceptais comme on accepte une cicatrice. Elle rappelle ce qui a été traversé, sans empêcher d'avancer. Physiquement, je me sentais différente. La tension permanente avait disparu. Je dormais mieux. Je respirais plus profondément. Mon corps, lui aussi, semblait comprendre que le danger immédiat s'était éloigné. La peur n'occupait plus tout l'espace. Elle avait retrouvé sa fonction première, alerter, puis se taire. Avec ma belle-fille, la relation était devenue claire, presque administrative. Moins chaleureuse, sans doute, mais honnête. Elle savait qu'il y avait des limites qu'elle ne pouvait plus franchir sans se dévoiler, et ce dévoilement Allah, elle l'évitait. Le respect, même contraint, valait mieux que la domination déguisée. Ce que j'apprenais, jour après jour, c'est que la justice ne répare pas tout. Elle ne rend pas l'innocence perdue. Elle ne transforme pas les intentions. Mais elle protège l'essentiel. La possibilité de vivre sans peur. De décider sans être menacé. D'exister sans se justifier. Il m'avait fait peur en comptant sur le silence, sur la fatigue, sur l'âge. La justice française n'a pas crié. Elle n'a pas puni spectaculairement. Elle a posé un cadre. Et dans ce cadre, les comportements ont changé. Les rôles se sont ajustés. Les limites se sont imposées. Sans éclat. Sans violence. Avec cette efficacité tranquille qui ne cherche pas à convaincre, mais à protéger, les conséquences étaient là, visibles et invisibles à la fois. Et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais regarder l'avenir sans anticiper la menace. La peur n'était plus un horizon. Elle était devenue un souvenir. Avec le temps, j'ai senti ma vie reprendre une forme que je reconnaissais. Pas celle d'avant, exactement, mais une version plus claire, plus stable, débarrassée de cette vigilance permanente, qui, m'avait épuisée. Je n'avais pas retrouvé une insouciance perdue. J'avais gagné autre chose. La certitude que je pouvais avancer sans craindre l'ombre d'une menace. Les journées ont retrouvé un rythme simple. Je me levais sans cette appréhension diffuse, sans cette question silencieuse qui m'accompagnait autrefois dès le matin. Qu'est-ce qu'on va encore décider à ma place aujourd'hui? Le téléphone pouvait rester silencieux, sans m'alarmer. Et quand il sonnait, je savais que je répondais, par choix, non par obligation. Je me suis remise à faire des projets modestes, mais personnels. Rien de spectaculaire. Une sortie prévue à la dernière minute. Une visite acceptée ou refusée selon mon envie. Un rendez-vous pris sans demander l'avis de quiconque. Ces gestes semblaient anodins, mais ils étaient la preuve tangible que je n'étais plus sous pression. Avec mon fils, la relation s'est installée dans une nouvelle forme de distance.
Pas une rupture, mais un espace. Il parlait moins de gestion, moins de précaution, moins de ce qu'il faudrait faire pour mon bien. Il me demandait parfois comment j'allais, et la question n'avait plus le même arrière-goût. Je sentais qu'il avait compris, même sans l'admettre, que certaines lignes ne se franchissent pas. Ma belle-fille, elle, restait en retrait. Elle n'avait pas disparu de ma vie, mais elle n'en occupait plus le centre. Nos échanges étaient polis, mesurés, presque formels. Je ne cherchais plus à interpréter ses intentions. Elle n'avait plus d'impact sur mes décisions. Et cette indifférence nouvelle, loin d'être froide, me protégeait. Je me suis surprise à retrouver des plaisirs que j'avais mis de côté. Marcher plus longtemps sans me presser, lire sans interrompre ma pensée, passer du temps avec des amis, sans raconter, sans expliquer, sans justifier. Ces moments simples me rappelaient que mon existence ne se résumait pas à une position défensive. J'ai continué à tenir le carnet, mais il restait souvent fermé. Les pages blanches s'accumulaient. Ce silence-là n'était plus inquiétant. Il était apaisant. Il signifiait que je n'avais plus besoin de consigner chaque détail pour me protéger. La peur n'était plus un fil conducteur. Elle avait retrouvé sa place. Un signal occasionnel, non un état permanent. Il y avait encore, parfois, une mélancolie discrète. La conscience d'avoir été menacée, manipulée, par ceux mêmes qui auraient dû me rassurer. Cette lucidité avait un prix. Elle m'empêchait de revenir à une naïveté, confortable. Mais elle m'offrait en échange une solidité nouvelle. Je préférais cette vérité à une illusion fragile. Physiquement, je me sentais différente. Plus ancrée. La tension dans mes épaules s'était relâchée. Mon sommeil était plus profond. Mon corps, lui aussi, semblait comprendre que l'urgence avait disparu. La peur n'occupait plus l'espace. Elle ne gouvernait plus mes gestes. Je réfléchissais parfois à l'avenir. Non pas avec inquiétude, mais avec réalisme. Je savais désormais que vieillir ne signifie pas se soumettre. Que demander conseil n'est pas renoncer à décider. Donc, que la protection n'a de sens que si elle respecte la volonté de la personne concernée. Ce que j'avais reconstruit n'était pas une forteresse. C'était un cadre. Un espace où je pouvais exister sans me défendre en permanence, sans me préparer à l'attaque, sans anticiper le pire. Il m'avait fait peur en comptant sur mon silence, sur ma fatigue, sur mon âge. La justice française n'avait pas supprimé le passé. Elle m'avait rendu l'avenir. Aujourd'hui, je vis sans ce poids invisible qui m'accompagnait autrefois. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. J'ai cessé d'avoir peur. Et cette absence de peur, plus que toute victoire, a transformé ma manière d'être au monde. Ma vie se reconstruit dans la simplicité retrouvée. Pas dans l'oubli, mais dans la clarté. Et chaque jour qui passe confirme ce que j'ai appris trop tard. Mais définitivement. La sécurité ne vient pas de ceux qui promettent de vous protéger. Elle vient du cadre que vous choisissez pour vous, à même. Dans ce cadre-là, je respire enfin. Aujourd'hui, quand je regarde ce chemin parcouru, je ne cherche plus à savoir à quel moment exact tout aurait pu être évité. Cette question n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai compris, lentement, parfois douloureusement, mais définitivement, la peur n'est pas une fatalité. Et la confiance n'est pas une naïveté quand elle est placée au bon endroit. Mais ils m'ont fait peur. Oui, je ne le nie plus. Longtemps, j'ai cru que reconnaître cette peur reviendrait à admettre une faiblesse. J'ai compris au contraire qu'elle était un signal, un avertissement précieux. La peur n'est dangereuse que lorsqu'on la tait pour de mauvaises raisons. Lorsqu'on la confond avec le devoir d'obéir, avec la loyauté familiale, avec l'idée qu'il faudrait accepter pour ne pas déranger. Même, j'ai appris que l'intimidation ne prend pas toujours la forme de cris ou de menaces explicites. Elle peut être douce, enveloppée de mots rassurants, dissimulée derrière des intentions prétendument protectrices. C'est cette forme-là qui m'a le plus troublée, parce qu'elle rend la résistance difficile à formuler, presque honteuse. Pendant longtemps, je me suis demandé si je n'exagérais pas, si je ne voyais pas le mal là où il n'y avait que de l'inquiétude. Cette hésitation m'a immobilisée, plus sûrement que la peur, elle-même. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. Le doute constant est l'un des outils les plus efficaces pour faire taire quelqu'un. Faire confiance à la justice française n'a pas été un acte de rupture avec ma famille. Cela a été un acte de fidélité envers moi-même. La justice ne m'a pas demandé d'aimer moins. Elle m'a demandé d'exister pleinement. Elle ne m'a pas demandé de me battre. Elle m'a offert un cadre où je n'avais plus besoin de me défendre seule.
Je n'ai pas cherché à punir. Je n'ai pas voulu humilier. Je n'ai pas voulu exposer publiquement ce qui aurait pu rester dans l'intimité. J'ai simplement choisi un appui qui ne cède ni à la pression, ni à la peur, ni aux émotions contradictoires. Un appui qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas, qui ne change pas d'avis selon les rapports de force. Il y a eu un prix à payer, une distance nouvelle, des silences parfois lourds, une relation transformée, moins confortable, mais plus honnête. J'ai accepté ce prix sans amertume, parce qu'une relation qui exige la peur pour fonctionner n'est pas une relation protectrice. C'est une contrainte déguisée. Je pense souvent à celles et ceux qui vivent ce que j'ai vécu sans parvenir à le nommer, à qui l'on dit qu'il faut se laisser faire, lâcher prise, ne pas compliquer les choses. 30. À qui l'on retire peu à peu la parole, les décisions, les clés, les papiers, toujours avec de bonnes raisons. À eux, j'aimerais dire ceci. Notez. Écrivez. Gardez les dates, les mots exacts, les faits. La peur se nourrit du flou, mais elle recule devant la précision. Vieillir ne signifie pas devenir invisible. Vieillir ne signifie pas perdre le droit de dire non. Cela signifie parfois devoir défendre autrement ce qui allait de soi auparavant. C'est avec plus de calme, plus de méthode, plus de lucidité. Mon âge n'a pas été ma faiblesse. Il a été mon expérience. Aujourd'hui, je vis sans cette vigilance permanente qui me rongeait. Je n'anticipe plus les menaces. Je ne prépare plus mes réponses à l'avance. Je choisis ce que je partage et ce que je garde pour moi. Je ne m'excuse plus d'être prudente ni d'être ferme. Je n'attends plus qu'on m'autorise à décider. Ah, quand je ferme les volets le soir, je ressens une paix discrète. Pas celle de l'oubli, mais celle de la cohérence. Mes choix sont alignés avec ce que je suis devenue. Je n'ai plus besoin de me trahir pour préserver une harmonie de façade. Et si cette histoire devait laisser une trace, j'aimerais qu'elle rappelle une chose simple et essentielle. On peut avoir peur et rester digne. On peut trembler et choisir la justice. On peut se taire longtemps, puis décider que ce silence change de sens. Car j'ai appris, au bout de ce chemin, une vérité que je garde désormais comme un repère. Un dernier mot, adressé à celles et ceux qui hésitent encore. Le silence peut aussi être une forme de justice.